Mesdames et messieurs, merci de m'accueillir dans votre entreprise, dans votre usine. Merci de m'avoir montré ce que vous savez faire. J'étais bien impressionné, d'abord, de votre savoir-faire, et deuxièmement, de votre fierté, de vos machines, et de ce savoir-faire, justement. Merci, monsieur, de me recevoir. Chaque fois que je le peux, c'est-à-dire toutes les semaines, je me rends dans des usines. Pourquoi? D'abord parce que je souhaite que la France reste une terre de production. Nous devons garder nos usines. Sur les 10 dernières années, on a perdu 500 000 emplois industriels. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on garde nos usines. Il faut que vous puissiez trouver des emplois d'ouvriers dans vos régions. Si on laisse partir nos usines, on ne gardera rien du tout. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter les délocalisations et pour que vos enfants, demain, puissent trouver des emplois comme vous aujourd'hui? Et pourquoi on a perdu ces emplois? Je crois d'abord qu'on n'a pas donné assez priorité à la politique industrielle. Tout le monde parle des bureaux, tout le monde parlait des services, en oubliant que le jour où il n'y a plus d'usines, plus d'industrie, les services servent à quoi? Et partant, j'ai voulu que la politique industrielle reste, demeure une priorité. Comment faire que ça soit une priorité? D'abord en aidant les gens comme vous, Monsieur le Président, qui ont la passion de l'industrie. Je crois que c'est la plus ancienne usine qui a été reprise par les salariés. Vous apparteniez il y a quelques années à un grand groupe et vous êtes devenu propriétaire de cette entreprise que vous avez développée. Comment on peut faire pour l'aider? Vous avez la chance d'avoir un patron qui sait ce qu'il veut, qui aime son métier, puis qui n'a pas fait de bêtises, qui vous a conduit vers le développement industriel. D'ici, dans ce département de la Marne, vous avez conquis des parts de marché à l'étranger. Les 2/3 de votre production, c'est à l'étranger. Votre patron a plein de projets de développement. Et moi, j'ai voulu qu'au lieu qu'on consacre l'argent de l'État à payer des gens à rester chez eux et à déprimer parce qu'ils ne font rien, je préfère qu'on emploie cet argent pour le donner à des entreprises comme la vôtre, pour créer de nouvelles usines et pour vous développer. Les 2 200 000 € que Éric Besson, le ministre de l'Industrie, et Christine Lagarde mettent à la disposition de votre entreprise pour faire des investissements, pour créer une cinquantaine d'emplois de plus, je préfère mettre 2 200 000 € pour créer 50 emplois de nouvelles usines plutôt que d'accompagner des gens à rester au chômage et de leur dire qu'à 55 ans, ils n'ont plus rien à faire, qu'ils ne valent plus rien et qu'ils n'ont plus d'utilité. C'est beaucoup plus intelligent, me semble-t-il, d'utiliser l'argent public pour investir dans l'avenir plutôt que pour limiter les conséquences du chômage. La meilleure façon de limiter les conséquences du chômage, c'est d'aider les entreprises à créer de nouveaux emplois. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Français? Ils ne veulent pas que ça soit moins douloureux d'être au chômage, ils ne veulent pas être au chômage. Ils veulent pouvoir travailler et faire vivre leur famille du fruit de leur travail. Lorsque nous avons supprimé avec Christine Lagarde la taxe professionnelle pour une entreprise comme la vôtre, c'est 500 000 € de moins à payer d'impôts. Cela veut dire que vous êtes plus compétitif face à vos concurrents américains, japonais et maintenant même chinois.
Si on garde la taxe professionnelle en France, comment vous allez pouvoir vendre à un prix compétitif les produits que vous fabriquez? Et si vous ne vendez pas les produits que vous fabriquez à l'étranger, comment vous allez garder vos emplois? La loi que nous avons faite sur les délais de paiement pour une entreprise comme la vôtre, c'est capital, parce que ça oblige vos clients à vous payer, je crois que vous êtes à une cinquantaine de jours, au lieu d'être à 80 jours. Qui finance derrière? Le crédit impôt recherche. La recherche est tellement importante, l'innovation, dans votre métier. Nous avons aujourd'hui en France le meilleur système fiscal pour la recherche. Une entreprise comme la vôtre, quand elle dépense 100 pour innover, on lui en rembourse 30. Vous savez, mesdames et messieurs, la politique industrielle, ce n'est pas des discours. Des discours, vous en avez entendu. Hein. Ce sont des décisions. Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on prend une décision, il y a la petite partie de ceux qui sont contents qui disent rien, et la grosse partie de ceux qui sont mécontents qui disent. Ça m'a amené, Benoît Apparu, comme Philippe Martin, savent bien, quand on a pris la décision sur la taxe professionnelle, ce n'était pas facile, parce que ça a impacté les mairies, notamment, qui avaient peur. Mais quelle est la différence? C'est que la mairie ne délocalise pas. L'usine se délocalise. Vous comprenez? On n'est pas un pays qui est fermé. Si vous ne vendez pas à l'étranger, vous ne garderez pas vos emplois. Et comme les salaires sont déjà pas bien élevés, ça va se jouer sur les impôts et sur les charges pour les entreprises, si on veut être compétitif, et sur l'innovation. C'est absolument capital. Je me suis vraiment mis ce défi dans la tête que nous gardions nos usines. Ça commence à passer. Au début, on me disait, mais qu'est-ce qu'il va faire dans les usines? J'ai vu que maintenant, ça donne des idées à d'autres. Tant mieux. Tant mieux. Je souhaite que tous les responsables politiques comprennent ce qui se passe dans les usines. Que c'est merveilleux une usine. Que c'est beau une usine. Et que dans l'usine, chacun est à égalité. Il n'y a pas de porte. On aide tout le monde. Et on sait faire des choses ici. Dans la Marne, on peut conquérir le monde sur le métier qui est le vôtre. Alors, reste 2 points. Je sais que tout n'a pas été si facile ici. Hein. Il y a même eu des discussions sociales dures sur la question des 39 heures. Je voudrais m'en expliquer avec vous. C'est une grave erreur de penser qu'on est heureux en travaillant 35 heures et qu'on est malheureux en travaillant 36 heures. 35 heures dans un métier qui ne vous plaît pas, c'est une souffrance que d'aller tous les jours au travail. Le travail, ce n'est pas qu'une question de quantité, c'est la question de la qualité de vie au travail. Comment on est considéré dans l'entreprise? Comment on est rémunéré? Comment on est formé? Quelles sont les perspectives de progression? C'est beaucoup plus important que la seule question de la quantité de travail. Je veux dire, s'il suffit de se mettre aux 35 heures pour être heureux dans son travail, on devrait être les rois du monde. On devrait tous être heureux. Donc je souhaite qu'au lieu de débattre des 35 heures, vous savez ce que j'en pense, c'est vous les ouvriers qui avez payé le prix des 35 heures. Pourquoi? Parce qu'avec les 35 heures, ça a justifié les petits salaires et les délocalisations. Parce que comme nous avons été le seul pays au monde à faire ce choix, pendant ce temps, les autres ne nous attendaient pas. Ça a détruit de l'emploi en France. Et socialement, c'est les ouvriers qui ont payé. Parce que qu'est-ce qu'ils demandent un ouvrier? Un emploi et la possibilité de faire vivre sa famille avec le salaire de cet emploi. Si on perd nos emplois ici, c'est d'abord les ouvriers qui sont pénalisés, avant même les cadres, qui peuvent trouver par leur formation d'autres possibilités. Alors ça ne veut pas dire que moi je suis un obsédé du travail. Ça veut dire simplement que la réflexion que nous devons avoir maintenant sur le travail, c'est sur la qualité de vie au travail. Pas simplement sur la quantité de travail. Alors, par ailleurs, j'ai maintenu
La seule chose des 35 heures que j'ai maintenue, c'est la limite entre ce qui est l'heure normale et l'heure supplémentaire. Parce que, à partir du moment où vous travaillez plus, il est normal que vous gagniez davantage. Et dorénavant, pour les 35 heures, ce qui est au-dessus des 35 heures est considéré comme heure supplémentaire. Vous ne payez pas d'impôt sur les heures supplémentaires. Et les entreprises ne payent pas de charges sur les heures supplémentaires. Pourquoi? Parce que quelle est la seule façon pour augmenter les salaires, si ce n'est d'augmenter la quantité de travail? Et qui ici peut croire que vos enfants réussiront mieux en travaillant moins et que vous-même, vous aurez des meilleurs salaires en travaillant moins? Qui peut le croire? Qui peut imaginer que c'est vrai? Qui peut penser différemment en la matière que c'est une façon de se moquer de vous que de le dire? Bien sûr que c'est plus facile de dire « travaillez moins, vous gagnerez beaucoup plus et vous sauvegarderez vos emplois ». Personne ne le croit. Et dans aucun pays au monde, ça n'a fonctionné. Il y a eu, l'année dernière en France, 750 millions d'heures supplémentaires, 5 300 000 salariés qui ont amélioré leur salaire grâce aux heures supplémentaires sur lesquelles on ne paye pas d'impôt. Je pense que c'est capital. Et que c'est la clé, avec la formation. Alors, je le fais à chaque fois que j'ai l'honneur d'être reçu dans une usine. Ma façon de vous respecter, c'est de ne pas passer à côté des sujets qui fâchent. C'est trop facile. Hein? J'arrive, on fait des photos, petit salut, vous dites il rentre chez lui, et puis il n'a pas parlé de... Voilà. Puis comme vous êtes courtois, vous me recevez bien, mais vous n'en pensez pas moins. Surtout avec la majorité de femmes qui est ici, je sais très bien que je suis en minorité grave. Bon. Donc je veux vous dire un mot. Oui, il y a un monsieur qui me dit, oui, c'est vrai. Vous n'avez pas l'air d'en souffrir terriblement, hein, quand même. Bon. Je veux vous dire un mot, donc, de la question des retraites. Parce qu'elle est absolument centrale. Nous avions un problème de financement de nos retraites majeur. Les retraites n'étaient pas payées. Le régime était en déficit catastrophique. Il y a 15 millions de retraités. Et pour 1,5 million de retraités, on payait les retraites, tenez-vous bien, en empruntant à la banque. Est-ce que ce système peut durer? Mais personne ne peut penser une chose pareille. Personne. Surtout que ça s'aggravait, parce qu'on vit plus longtemps. Chaque année, il y a 80 000 Français de plus qui dépassent les 80 ans. Il y a 1,5 million de Français qui ont plus de 85 ans, 1,5 million, et 3 millions de Français qui ont plus de 80 ans. Quand vous cotisez, quand on prend des cotisations sur vos salaires, contrairement à ce que vous pouvez penser, ces cotisations ne servent pas à payer vos retraites, mais les retraites de ceux qui sont déjà partis. Le système de solidarité, il n'y a pas un compte, M. Dupont, où il met ses cotisations. Non, non, pas du tout. Vous payez avec vos cotisations les retraites de ceux qui sont partis. Et quand vous partirez à la retraite, c'est les jeunes qui cotiseront pour vous. Mais comme il y a de plus en plus de gens à la retraite, s'il y a moins en moins de gens qui travaillent, et s'ils travaillent de moins en moins longtemps, qui paiera vos retraites? Donc, j'ai pris la décision de faire la réforme des retraites. Ça a provoqué beaucoup de mauvaise humeur, mais c'est normal. Qui peut être content de travailler 2 ans de plus pour les plus jeunes? Les moins jeunes, de toute manière, ils partiront plus vite puisque la réforme s'applique progressivement. Mais qui peut être content de travailler 2 ans de plus sans avoir une retraite qui sera plus grande? Personne. Donc, il y a eu de la mauvaise humeur. Mais moi, je préfère votre mauvaise humeur à la colère, qui était certaine. Si, au moment de partir à la retraite, on vous dit, il n'y a pas de quoi payer.
À ce moment-là, vous vous diriez, lui, il est parti. Mais nous, il a laissé les caisses vides. Or, en 2018, le régime de retraite sera équilibré et chacun d'entre vous partira en retraite avec sa retraite payée. Ça compte. Ça compte. Donc moi, vous savez, la mauvaise humeur, je la comprends, je l'accepte, et puis de toute manière, il faut bien que quelqu'un soit le réceptacle, surtout en France, de cette mauvaise humeur. Mais j'ai un devoir de faire en sorte que les choses soient gérées sérieusement. D'ailleurs, personne ne reviendra sur cette réforme. Alors j'aurais pu faire différemment. Et la question s'est posée. Au lieu d'allonger votre durée de cotisation, augmentez les impôts sur les entreprises, la vôtre. Mais mesdames, messieurs, si j'augmente les impôts sur votre entreprise, comment vous vendez vos produits? Comment ça se passe? J'aurais pu augmenter les impôts sur les Français, bien sûr, et bien sûr les riches, naturellement. Mais qui sont les riches et qui ne le sont pas? Et à ce moment-là, en augmentant les impôts sur vous, comment on préserve le pouvoir d'achat? Si on vit plus longtemps, ce qui est une chance, on doit travailler plus longtemps. Ça, c'est mon raisonnement, je l'assume. Et je ne l'assume pas simplement à la télévision, je l'assume devant vous, parce qu'il n'y a pas d'autre système possible, que tous les pays raisonnables font cela. Et je préfère avoir 21 millions de salariés du privé, 5 millions de salariés du public, qui se disent on n'est pas content de travailler plus, mais ça sera payé nos retraites. On n'a pas cotisé pour rien. Voilà ce que je pense profondément. Profondément. Et je voudrais terminer en vous disant ceci. J'ai toujours aimé venir dans les usines, c'est vrai. Ce n'est pas une lubie de ma part. C'est que je pense que si les usines disparaissent, tout disparaît. Et que le jour, monsieur le maire, où dans vos communes, il n'y aura plus que des jardins et des espaces verts, ce jour-là, où irez-vous travailler? Où irez-vous travailler? Et j'en ai assez qu'on dise du mal des usines. Les usines doivent être construites de façon à respecter l'environnement, mais préserver l'environnement en privant les gens de possibilité de travailler, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une alternative. Ce n'est pas raisonnable. Vous m'enregistrez là? Oui. Ah bon, très bien. Non, bon, ben, amitié à votre mari. Voilà, je suis... Parce que je me vois avec... Non, mais vous avez raison, hein, ce n'est pas un reproche, mais... C'est la première fois que je vois une caméra toute rose comme ça. J'ai complètement perdu le fil de ce que je vais dire, merci. Bon. Donc, bref, c'est extrêmement important de comprendre ça. Après, chacun d'entre vous fera son choix, vous êtes des citoyens, vous déciderez en toute liberté, ce que vous déciderez sera bien. Mais, en résumé, en travaillant moins, on perd des parts de marché. On n'est pas compétitif. Et on n'est pas plus heureux. 2, si on veut rester compétitif, il faut investir dans l'innovation, il faut investir dans la formation, il faut se donner de la souplesse. 3, si on veut gagner plus, il faut travailler plus. 4, si on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Et d'ailleurs, ce que je dis, c'est sans doute exactement ce que vous devez dire à vos enfants, dans vos familles. T'en fais pas, te donne pas de mal, et la société te fera une place. Avec ça, ça va fonctionner vraiment bien. Bon, voilà. Ce que je pense, je sais parfaitement qu'il y a la famille, je sais parfaitement qu'il y a les loisirs, je sais parfaitement qu'il y a le sport, qu'il y a le cinéma, qu'il y a tout ce qu'on peut aimer faire dans la vie. Mais je pense depuis longtemps que ce n'est pas le travail qui aliène un individu, c'est le chômage. Que naturellement, quand on a un travail et un salaire, ce n'est pas pour ça qu'on est forcément heureux. La vie est difficile et difficile pour tout le monde. On a des ennuis. Chez soi, dans son entreprise, on a des contrariétés. Hein? Mais quand on n'a pas de boulot et qu'on se sent inutile dans la société, ça n'améliore pas la vie de famille. Et on ne prend pas les vacances le cœur léger. Voilà. Hein? C'est ça que je voulais vous dire, parce que je pense que c'est la seule
façon pour notre pays de s'en sortir. Et si on veut garder notre mode de vie, si on veut garder nos valeurs, si on veut garder la France qu'on aime, on doit rester compétitif. Voilà ce que je pense, profondément. Et on peut y réussir. Et vous êtes l'entreprise. Enfin, dernier point, quand je vois des gens comme le chef d'entreprise ici, moi, mon idée, c'est qu'il y en ait de plus en plus. Parce qu'il vaut quand même mieux travailler dans une entreprise dont on connaît le patron, plutôt qu'appartenir à un fonds de pension, avec un type qui a un costume rayé, j'ai rien contre, qui vient relever les compteurs une fois par an, en demandant 10% de rentabilité, qui ne connaît pas les ouvriers, qui n'est pas associé à l'histoire de l'entreprise, et qui veut simplement que ça rende. Bon. C'est la raison pour laquelle je souhaite que des gens qui ont de l'argent puissent continuer à l'investir dans leurs entreprises. Je prends mes responsabilités, favorable au capitalisme familial. Parce que s'il n'y a pas de capitalisme familial, il y a du capitalisme financier. Et je préfère le capitalisme familial au capitalisme financier. Voilà. Et s'il n'y a pas de capitalisme familial, s'il n'y a pas de gens qui veulent investir leur argent dans les entreprises, il n'y a plus d'entreprise. Donc monter le monde des salariés contre le monde des entrepreneurs, c'est une absurdité historique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conflits. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord sur tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en permanence le débat entre salaire, bénéfice. C'est normal, ça. Ça vous appartient. C'est le dialogue social dans l'entreprise. Il est sain. Mais poser comme postulat que les salariés, les ouvriers sont les ennemis des entrepreneurs, c'est une absurdité parce que c'est les entrepreneurs qui donnent du boulot et parce que c'est les salariés qui font la richesse de l'entreprise. Ça va ensemble. Ça ne va pas l'un contre l'autre. Dans les familles, il y a des conflits. Dans l'entreprise, il peut y avoir des conflits. Mais on a besoin les uns des autres. Voilà ce que je pense. Et c'est pour cela que je crois que la réforme du patrimoine que nous engageons est très importante pour les ouvriers. Pourquoi? Parce que le jour où tous ceux qui ont de l'argent, au lieu de l'investir en France, vont l'investir ailleurs, qui est-ce qui est pénalisé? Les ouvriers. Les ouvriers. Parce que le jour où on a fait partie de tous ceux qui peuvent l'investir, ça fait le bonheur des Anglais, ça fait le bonheur des Luxembourgeois, ça fait le bonheur des Monégasques, ça fait le bonheur de tous les autres, hein, et ça fait notre malheur. Quand il y a eu les 35 heures en France, c'est nos voisins qui se sont frottés les mains. Ils se sont dit on va leur prendre des parts de marché. Et c'est ce qui s'est d'ailleurs passé. Voilà. Donc tous ces débats-là ne sont pas des débats déconnectés du monde ouvrier français. Ce sont des débats qui comptent et qui doivent avoir lieu devant vous. Vous donnerez votre opinion, mais qui doivent avoir lieu devant vous. Voilà. Bon, il y a une dame qui a les bras croisés qui me regarde gentiment. Non mais décroisez pas les bras, j'ai rien contre. Mais voilà. Je m'en serais voulu de venir chez vous et de ne pas parler de ça. Parce que c'est une occasion pour moi de rencontrer des Français comme vous. C'est d'ailleurs mon devoir de les rencontrer. Et je ne veux pas faire des visites où je coupe le ruban, où je fais la photo. Non, je suis d'accord. Et où je m'en vais. Voilà. Merci à tous et bravo pour ce que vous faites.